Bonsoir à tous, nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue sur la Tribune du Bled, votre émission sur TV+, et sur les réseaux sociaux de TV+, tous les dimanches à 21h, heure du Gabon. Alors je suis toujours là avec mes amis, avec les chroniqueurs. À ma gauche, Claire Newman qui aujourd'hui est debout avec moi. Claire, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Ok, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ok, alors à ma droite, Lynn Ndongwa Lon, comment tu vas Lynn? Et toi, j'espère aussi. Ça va, ça va. Et Parfait Y pour terminer, qui est avec nous. Bonsoir Parfait. Bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Tu es prêt pour ta chronique, c'est parfait. Atteigne nos âmes. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux, un sujet préoccupant et un sujet d'une certaine gravité. Nous allons parler de la sécurité alimentaire. Et le but pour nous, c'est de traiter aujourd'hui le sujet sous l'angle de ce que nous consommons est-il en train de nous tuer silencieusement? Alors c'est un sujet, comme je vous disais, important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui au Gabon, il y a de plus en plus de gens qui souffrent de maladies qu'on ne voyait pas avant ou qui n'étaient pas sous cette ampleur-là avant. Et puis il y a de plus en plus de jeunes qui ont des maladies qui seraient, d'après les spécialistes, dues à ce que nous consommons, à nos habitudes alimentaires, dans ce que nous mangeons d'un côté et ce que nous buvons de l'autre. Aujourd'hui, toute notre chronique va essayer de faire la lumière sur la sécurité alimentaire au Gabon. Nous avons souvent eu des médias qui ont traité notamment les descentes de terrain de la Gaza, de la DGCCRF, etc. Et puis des spécialistes qui nous expliquent souvent comment bien manger, comment bien se nourrir et comment protéger notre santé. Donc, nous avons les chroniques, le PowerPoint de Stéphane Zing que je suis tout à l'heure. Donc, on va vous amener très rapidement vers le sujet. Ensuite, nous allons faire le terrain avec Lynn Ndongwa. Vous savez qu'il y a toujours des pauses publicitaires. Puis, la semaine dernière, on a brimé Claire Newman. Donc aujourd'hui, elle revient et elle nous a tous dit, en tout cas, vous savez que j'ai 2 fois plus de temps. J'ai 2 fois plus de temps. C'est comment elle passe. On a tous dit, oui, tu as 2 fois plus de temps. Donc si elle prend 40 minutes, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et puis, Parfait va conclure. Mais nous aurons une invitée de taille qui est une spécialiste dans le domaine de la santé. Nous allons vous la présenter tout à l'heure. Donc, vous aurez l'occasion d'appeler après chaque chronique, comme la semaine dernière, au 077 84 20 12 sur WhatsApp. Hein. Je précise sur WhatsApp. N'appelez pas en normal. Enfin, sauf si vous n'avez pas WhatsApp. Vous pouvez appeler en normal, mais on privilégie quand même WhatsApp pour ceux qui le peuvent. 077 84 20 12. On n'a pas encore lancé les appels. Attendez encore un peu. Donc, nous allons commencer très rapidement. Je vais faire déjà un petit tour de table. Donc, je vais commencer par Claire. Claire, est-ce que ce sujet, vraiment, est-ce que ça te touche? Est-ce que ça te soulève les tripes? Bah oui, énormément. Énormément parce qu'on ne va pas traiter seulement aujourd'hui le sujet sécurité alimentaire de nos assiettes. On va aussi essayer de toucher un peu aussi l'autosuffisance dans notre pays. Mais bon, avant de commencer le sujet, on va commencer par le PowerPoint. C'est toi d'abord. Exactement. Oui, tu veux déjà me donner la primeur? C'est bon, moi je vais commencer. Il n'y a pas de souci, je peux toujours... Après la on fait ça à coup d'état. Hein? Non, après la dernière fois, là, vraiment, non, on va te donner le temps aujourd'hui, ne t'inquiète même pas. Je peux te faire un coup d'état, il n'y a pas de souci. Alors, parfait, oui. Donc toi, est-ce que tu es chaud? Parce que là, nous savons que tes chiffres, c'est vraiment fort. Tu es prêt là? Ce qui est sûr et certain, c'est que l'œil qui voit ne ment pas, la science ne ment pas, les chiffres ne mentent pas. Et aujourd'hui, sur la rubrique chiffres, analyse scientifique, on est prêt, totalement. Très bien. Donc on va démarrer très rapidement donc, avec le PowerPoint de la semaine sur la sécurité alimentaire. Comme je vous disais, le titre de notre émission, c'est « Ce que nous consommons est-il en train de nous tuer silencieusement ?» Alors, aujourd'hui au Gabon, il y a des gens qui meurent lentement, sans aucun bruit, pas forcément à cause d'un accident, pas forcément à cause d'un empoisonnement, mais parfois simplement à cause de ce qu'ils mangent tous les jours, ou ce qu'ils boivent d'ailleurs. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup ne voient même pas le danger. Il n'y a presque plus aucune famille au Gabon où il n'y a pas au moins une personne hypertendue, un diabétique, quelqu'un qui a fait un AVC, une personne sous dialyse. Il y a même des fois où on se dit que les AVC aujourd'hui, c'est comme des épidémies, tellement il y en a au Gabon. Alors, pour un pays dont le taux de mortalité est entre 6 et 7 pour 1000 en 2024, cela nous amène à peu près une moyenne ou une quantification de nombre de morts de 16 à 18 000 en 2024. La question c'est, de tous ces morts, combien
ou indirectement due à ce que nous mangeons ou à ce que nous buvons. Autant de questions que nous allons balayer aujourd'hui. Alors, ce qui est désormais grave au Gabon, c'est que cela touche de plus en plus de jeunes. Avant, on disait qu'il y a une maladie des vieux. Et aujourd'hui, il y a même des personnes de moins de 35 ans qui sont touchées par les mêmes maladies. Là, de ce que vous voyez à l'écran, on voit que les boissons que nous consommons contiennent un taux de sucre très élevé. Pourquoi? Parce que nos habitudes alimentaires ont changé avec ce qu'on appelle la modernité. On consomme des choses de plus en plus sucrées. Les repas sont de plus en plus salés parfois. Les aliments sont de plus en plus transformés. Avec la mondialisation, on a le packaging, l'emballage, les ruptures de chaînes de froid, etc. Nous dépendons nous-mêmes d'aliments que nous importons chez nos voisins et on ne sait pas toujours dans quelles conditions puisque nous ne savons pas toujours contrôler l'origine, tout ce qui est packaging ou transformation de ces aliments qui viennent de chez nos voisins. Beaucoup mangent rapidement, donc la restauration debout le soir à X ou Y endroit, c'est très compliqué. Ça entraîne donc des difficultés et des problèmes. À titre d'exemple, d'après l'étude intitulée Boissons sucrées et risques du syndrome métabolique et diabète de type 2, publiée dans Diabetes Care en 2010, boire une canette par jour augmente le risque de diabète de 26%. Ah oui, ça fait beaucoup. Hein. D'après une autre étude de Harvard School et Public Health publiée cette fois-ci en 2009, cela augmente le risque de maladie cardiaque de 20%. Et vous voyez que quand vous buvez ou quand vous mangez des choses qui ne sont pas propres à la consommation, c'est votre pancréas que vous sollicitez. Ce sont vos reins. Tous les organes internes souffrent et même le cerveau peut choper ce qu'on appelle des addictions. Donc, il en réclame de plus en plus, comme le sucre. Souvent, quand quelqu'un tombe malade, brutalement, on cherche immédiatement dans nos familles des causes parfois mystiques. On accuse l'oncle paternel qui n'a jamais voulu que tu réussisses dans ta vie. C'est lui. Or, parfois, il faut regarder tout simplement dans le plat ou dans le verre. Parfois, silencieusement, on cohabite nous-mêmes avec notre propre problème. Ce problème n'est donc plus un problème individuel ou familial. C'est un problème de santé publique avec un gros enjeu national. Pourquoi? Parce que quand une population mange mal, cette population devient plus malade. Elle devient plus fragile. Elle devient plus dépendante du système de santé. Et quand on parle de système de santé, connaissant l'état actuel de notre système de santé, c'est vraiment un problème de santé publique et une urgence nationale. Pourquoi? Parce que les caisses d'assurance maladie, on nous dit tous les jours, elles sont de plus en plus vides. Les cotisations sont de plus en plus rares. Et puis, il y a eu toute une période de gabégie dans l'ancien pouvoir. Les structures de santé sont malheureusement insuffisantes. Et elles manquent parfois du minimum, pour ne pas dire de tout. La prévention ne doit plus être un luxe, mais une obligation. C'est un des chantiers les plus importants pour le redressement de notre pays. Alors, l'AGASA, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, et d'autres organismes ont entamé un travail de terrain qui mérite d'être salué. Je vous en donne un petit extrait. Mon Dieu! Des sachets d'eau détruits par la Gaza. L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire a détruit 1,2 tonnes de sachets d'eau et 500 kg de denrées alimentaires dangereuses à Lambaréné. Grâce à une opération coup de poing, ces produits impropres ont été éliminés pour protéger notre santé et notre environnement. Des sacs de farine boulangère entreposés dans une habitation du quartier Baraka. Mais sur le site, les agents de la DGCCRF découvrent bien autre chose. Des produits pour nourrissons de marque Blénina, ainsi que des jus de fruits, tous arrivés à péremption. Problème d'environnement, problème de santé publique. Grave encore, il s'agit du lait des enfants qu'on reconditionne dans des sachets. Ça devient du lait caillé, ça devient de... Non, on est en danger dans ce pays. Effectivement, comme l'a dit cette personne de la DGCCRF, nous sommes en danger dans notre pays. L'autorité publique doit donc accentuer ce travail avec l'appui proactif des organisations citoyennes.
Je félicite d'ailleurs un des concitoyens qui a tiré la sonnette d'alarme pour que la DGCCRF puisse aller faire cette intervention que vous venez de voir. Alors ce soir, pour terminer, nous allons essayer de comprendre ce qui est réellement en train de se passer, donc le terrain, pourquoi certaines maladies explosent, donc une analyse avec un expert de la médecine, qui sera donc notre invité, comment se protéger et comment protéger nos familles avec des analyses critiques et chiffrées de Parfait et de Claire Newman. Alors, petit tour de table, qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on ne donne la parole au public? Je commence par Parfait, une fois n'est pas coutume. Merci Stéphane. Écoutez, nous sommes dans une situation assez compliquée parce qu'aujourd'hui, on se demande, comme tu l'as dit tout à l'heure, Stéphane, qu'est-ce qui fait en sorte que la CNAM-GS ne puisse pas fonctionner? Alors, la demande est énorme. Nous constatons que la population entière, elle est malade et le gouvernement doit faire face à cette réalité et apporter des solutions. Sauf que ces solutions ont un coût énorme. Lorsque nous allons parler de notre chronique, notamment les chiffres et ce qui est émis, vous allez tomber de haut, de nu, parce qu'on parle de près de 110 milliards de dollars par an, Stéphane, qui est dépensé à travers le monde sur les questions sanitaires et des questions de sécurité alimentaire. Donc, c'est énorme. Et aujourd'hui, on ne s'étonne pas de voir que dans certaines structures pharmaceutiques, certains produits sont quasiment difficiles à trouver parce qu'en fait, toute la population en réclame, vu que quasiment la majorité, ou du moins la totalité de la population gabonaise souffre généralement des mêmes symptômes. Sur cette question, c'est ce que je pourrais dire, et puis certainement au cours de notre émission, nous allons pouvoir apporter des éléments techniques pour pouvoir expliquer tout ça. Ok, alors Claire Newman, qu'est-ce que toi tu en penses? Oh non, je passe. Je passe à Léa. Écoute, la question de sécurité alimentaire, moi, ça me concerne un peu parce que tu as parlé aujourd'hui des risques liés à la sécurité alimentaire, notamment l'hypertension et toute autre maladie. Donc, aujourd'hui, peut-être on ne se rend pas compte, mais ce qu'on mange, ce qu'on met dans nos assiettes peut nous empoisonner quand les règles d'hygiène ne sont pas respectées. Donc, du coup, c'est vraiment une question. Je pense que les populations doivent être averties sur ce qu'ils risquent concernant les questions de santé alimentaire, de sécurité alimentaire. En parlant justement de règles d'hygiène et de terrain, donc tu as fait le terrain comme d'habitude dans ta chronique L'œil qui a vu ou l'œil qui voit, pour être plus dynamique. Et qu'est-ce que tu as découvert? Parce que là, tu vas nous traiter sous un angle de l'alimentation de rue. Alors, dis-nous un peu ce que tu as découvert. Écoute, comme le dit souvent Parfait, l'œil qui a vu ne ment pas. Tu sais, aujourd'hui, nous consommons souvent sans réellement nous poser les questions de savoir comment est-ce que les aliments sont conservés, sont préparés, comment est-ce que ils sont exposés avant d'arriver dans nos assiettes. Donc, entre la bouffe de la rue et les aliments exposés à l'air libre, le manque d'hygiène, les risques pour la santé sont bien réels. Donc là, vous avez fait le terrain en caméra cachée. Exactement. Okay. Tu sais, hormis les maladies que tu as pu citer, il y a des intoxications alimentaires aussi. L'intoxication alimentaire ne provoque pas seulement des malaises ou des douleurs de ventre. Les intoxications alimentaires peuvent avoir des conséquences graves, voire même mortelles. Donc, la sécurité alimentaire est une question de santé publique qui nous concerne tous. Donc, j'ai été sur le terrain, comme tu peux le constater, j'ai vu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les aliments, qu'ils soient cuits ou qu'ils soient crus, doivent être conservés à une certaine température, ce qui n'est pas souvent respecté par des vendeurs. Tu vois la nourriture de rue, quand tu regardes, tu vois des choses sont exposées, il y a des mouches qui se posent dessus. L'hygiène... Est-ce que c'est nettoyé? Est-ce que cette viande est Exactement. nettoyée avant d'être... On ne sait même pas si la viande a été bien nettoyée, comment est-ce que ça s'est passé. Et quand on vient sur les lieux et qu'on achète, on remarque que l'hygiène n'est pas souvent... c'est pas souvent ça. Donc, du coup, les gens sont confrontés à des risques. Regarde, aller manger dans ce genre d'endroit, par exemple, là où il n'y a pas une bonne hygiène, on vient vous servir, on ne sait pas comment les assiettes ont été lavées, par quelle eau, si elles ont même été lavées. Les aliments ne respectent pas une certaine température après avoir été cuits. Donc, ça peut engendrer vraiment des vrais problèmes réels. Vous savez, l'intoxication alimentaire, comme je disais, tue. Et ça, ça amène des risques des intoxications alimentaires. Donc, je peux constater, regarde là, ce poisson-là, il a été frit et après, il est resté comme ça à l'air libre. J'imagine tout ce qui peut venir se poser dessus, la poussière, les passants, quelqu'un va passer, il va éternuer. Et tout ça, c'est vraiment des grands risques.
Donc, après avoir fait le terrain, bien sûr, j'ai fait le micro-trottoir parce que je voulais avoir les avis des populations et j'ai reçu un avis et notamment j'ai demandé ce que ces personnes-là pensaient de l'opération que la Gaza fait sur le terrain. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va, merci. Mais écoutez, je fais un sondage concernant la sécurité alimentaire. J'aimerais savoir, est-ce qu'il vous arrive de manger dehors la nourriture de rue? Oh, je peux vous dire oui, il y a des années quand même. Il y a des années? Au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on fait attention à tout ce qu'on mange. Bien sûr. Et du coup, on s'occupe plus des petits parce que vous avez peur qu'ils mangent aussi mal. Oui, exactement. Et là, sincèrement, je ne mange pas. Je ne mange pas dehors. Moi, personnellement. Donc, vous ne faites pas confiance à la nourriture qu'on vend dehors? Non. Je pourrais avoir... Pas maintenant. Vous avez des raisons quand même pour lesquelles vous... Parce que c'est l'hygiène, vous savez. Quand je vais acheter, par exemple, quand je partais acheter un poulet à la braise ou quoi, donc le poisson est étalé là et les mouches sont là partout. Partout. C'est vrai que ce poisson va passer dans le feu, mais entre-temps, les mouches ont eu beaucoup de temps à pondre les œufs et donc c'est à cause de l'hygiène surtout. Ouais. Ok. Et donc, que pensez-vous des contrôles de la Gaza? Oh oui, moi je trouve ça super. Super. Ça doit se faire. On se plaint que oui, il y a des gens qui vivent comme ça, qui envoient leurs enfants à l'école avec le fruit de ces ventes-là. Mais c'est la santé d'abord. La santé. Sans la santé, vous ne pourrez pas envoyer vos enfants à l'école. Ouais, parce qu'ils seront malades. Je crois que beaucoup ne sont pas conscients que la nourriture mal préparée, mal conservée peut amener des problèmes et tout ça. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir par exemple des troubles digestifs après avoir mangé dehors? Oui. J'ai bu, je ne vais jamais oublier, du lait caillé. D'accord. Apparemment. Et j'en buvais toujours. Mais ce jour-là, là où j'ai acheté, probablement c'était mal fait, c'était expiré ou quoi. J'ai eu de ces coliques là en urgence parce que je ne savais pas. Oui. Moi j'avais mal au ventre. Et c'est comme ça qu'ils ont détecté, ils ont dit empoisonnement alimentaire. D'accord. Intoxication alimentaire. Voilà. Et puis ils m'ont demandé qu'est-ce que j'avais mangé. Effectivement, c'était le lait caillé. Donc la Gaza a pris une nouvelle décision là, que les vendeuses ambulantes de liquide là, de lait caillé et de tout ça, de bissap, ne devraient plus vendre. Donc pour vous, c'est une bonne décision. Ouais. Mais je voulais aussi qu'on leur donne une opportunité parce que les mamans qui font tout ça, c'est pour aider, pour s'occuper de leur famille. Mais donc, ils n'ont qu'à avoir un lieu comme les restaurants. Bon, ils vont avoir un restaurant, mais là où ils vendent, il faut qu'on voit tout. Ils ne peuvent pas faire ça ailleurs. Ça doit être au vu des gens. Je ne sais pas, une méthode façon qu'ils peuvent vendre toujours, mais qu'on voit la propreté. Moi, je pense que la décision vient du fait que les récipients qu'elles utilisent pour vendre ces liquides-là sont des récipients des fois qu'on voit qu'elles ramassent et tout ça. Mais je pense qu'avec la modernité, il y a des récipients qu'on vend déjà dans des grandes surfaces où elles peuvent les mettre à l'intérieur. Je pense que si elles mettent ça dans des récipients que les gens savent que oui, ça c'est un récipient qui a peut-être été acheté en magasin qui n'a pas encore été utilisé. Voilà. Peut-être que une des raisons, vous voyez. Voilà. C'est bon. Merci madame. Je vous en prie. Bonne journée. Allez. Merci Aline Ondongwa pour ce passage sur le terrain et aux équipes qui l'ont accompagné. Je rappelle aux internautes de partager le live et surtout que vous pouvez maintenant appeler au 077 84 20 12. Aujourd'hui, donc, l'émission va traiter de la sécurité alimentaire. Ce que nous consommons est-il en train de nous tuer silencieusement? Bon, je refais un tour de plateau en attendant que nos internautes puissent appeler. Bon, on a vu un peu ce qui se passe dans la rue. On a vu un peu les conséquences. Qu'est-ce qu'on peut dire là concrètement? Là, ça ne vous touche pas un peu au boyau, là, ce qu'on vient de voir? Est-ce que vous êtes prêt à remanger dans la rue avec...
avec tout ça? Parce que parfois on néglige, hein, comment Claire? Toi, tu manges dans la rue déjà? Moi, je suis d'abord une paresseuse, donc je ne peux que manger dehors. Oh. Ah, moi, je suis une grande cuisinière, donc du coup, j'ai du mal à manger la nourriture de la rue. Parce que quand toi, tu prépares toi-même, tu as du mal souvent à manger la nourriture des autres. Et la nourriture du dehors, franchement, ça ne m'attire pas plus que ça. Ça t'est pas arrivé Non, d'avoir c'est pas- un problème Non, ça dépend. d'intoxication? Ça dépend, on va pas mélanger les situations. Une personne qui part au bureau le matin et rentre le soir à 20h, il faut qu'elle trouve quand même une place où manger. Donc moi, je suis obligée de prendre des sandwichs ou des nailles quelque part. Oui, j'en mange tout le temps, tous les jours presque. Peut-être que j'ai déjà mangé le chien, on ne sait jamais. Mais j'en mange. Mais est-ce que la pauvreté fait partie des critères? Je ne sais pas parce que j'envoie le chargé de mission autant pour moi. Donc ce n'est pas moi qui vais chercher ma nourriture. J'envoie quand même quelqu'un. Donc, mais c'est pour dire que pour aller un peu plus loin, si cette situation perdure, les responsabilités sont partagées. Et c'est ce que je vais développer dans ma chronique critique. Ça tombe très bien. Oui. On va continuer donc à avancer dans le sujet. Je reprécise que tout à l'heure, nous aurons donc en tant qu'invité le docteur Diallo, ou professeur d'ailleurs Diallo, qui est professeur titulaire en chirurgie viscérale et digestive hospitalo-universitaire. Donc on va lui poser des questions essentielles sur la santé, les impacts, et vous allez en savoir un peu plus en détail avec ce spécialiste. En attendant, nous allons marquer une courte pause de pub et nous reviendrons sur le plateau avec la chronique de Claire Newman. À tout à l'heure. Bon retour sur le plateau de la Tribune du Bled. Aujourd'hui, nous parlons de la sécurité alimentaire. Ce que nous consommons est-il en train de nous tuer silencieusement? Et comme je vous disais tout à l'heure, nous avons notre invité qui est arrivé en plateau. Il s'agit du professeur Kadidiatou Diallo, qui est professeur titulaire en chirurgie viscérale et digestive, hospitalo-universitaire. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Zing. Voilà, le thème étant sérieux, on n'a plus que les gens sérieux. Donc là, il faudra poser des questions, parce que là, vous avez la spécialiste avec vous par rapport au chaud du ventre et de tout le reste. Bon, je reviens sur Claire Newman, parce que là, maintenant, elle va nous faire sa chronique, puisque la semaine dernière, on l'a zappée. Elle nous a dit aujourd'hui qu'elle prend même 75 minutes. C'est nous qui allons la couper. Bon, allez, Claire Newman, qu'est-ce que toi, tu veux nous dire dans ton analyse critique aujourd'hui? Merci Stéphane. D'abord, mes chers compatriotes, comme vous me connaissez, quand j'ai mis la chronique critique, c'est justement pour me différencier de mes frères. Okay. Parce qu'il faut aussi, il faut aussi amener ce côté du peuple, le côté critique, celle qui n'est jamais content. Et moi, je ne suis jamais contente, on va dire ça comme ça. Donc, je commencerai mon propos ici par dire que la sécurité alimentaire, pour moi, doit être une priorité de l'État. L'État doit vraiment investir dans la priorité, dans la sécurité alimentaire, car il en va de la sécurité du peuple. Et pour ne pas trop me répéter par rapport à la Gaza qui est descendue sur le terrain, je vais moi ici faire un constat. Le constat qui est bien sûr qu'on constate tous ces échoppes, ces gargotes qui tournent partout, qui poussent comme les moustiques ou les fourmis dans tous les quartiers, dans un état insalubre, sans propriété. Mon paradoxe ici, c'est que pour que ces échoppes-là existent, il faut un contrôle. Pour moi, dans mon quartier à Kanda, j'ai fait exprès. Il y a un gars qui vend des coupés, je me suis arrêtée. Et je me suis permise de poser des questions, comment ça se passe au niveau du contrôle. Ils m'ont dit que par jour, ils ont la mairie qui passe. La mairie qui distribue, je ne sais pas, les tickets. Ça peut aller de 2 000 à 3 000 ou 5 000 par jour. Et après ça, ils peuvent continuer à faire leur commerce librement. Donc pour moi, je suis choquée de savoir que les agents de l'État voient quand même des situations où des gens vendent, commercialisent de la nourriture impropre, mais continuent quand même à encaisser les tickets. Après, on vient nous parler de sécurité. La Gaza fait le travail, certes, c'est louable, c'est salutaire, mais ce n'est pas assez. Parce que derrière ça, il y a un écosystème. Il y a un écosystème fiscal qui tourne autour de ces commerçants. Et l'argent, je ne pense pas que cet argent est capté par l'État. C'est toujours ce petit côté mafieux, comme on va dire la mafia russe ou la mafia française. Nous, on va dire la mafia de la mairie gabonaise ou toutes les autorités qui passent autour. C'est vraiment dans ces échoppes-là. L'avantage avec ces petits commerces, c'est que ce sont des personnes ou bien ce sont des AGR, des activités génératrices de revenus qui aujourd'hui aident de nombreuses familles. Beaucoup de familles survivent grâce à ces activités clandestines, qu'on va dire ici,
parce qu'on va créer de l'emploi, on va éviter que beaucoup de familles soient aux besoins, on va éviter, tout le monde viendra crier « Monsieur le Président, nous sommes au chômage », mais que ce n'est pas parce qu'on a de l'activité génératrice de revenus, ce n'est pas parce qu'on crée de l'emploi à côté qu'on ne peut pas aussi avoir de la sécurité à côté. Donc, tout ceci est bien louable parce que c'est la demande, je voulais dire, et c'est la demande. Lorsqu'il y a la demande, il y a l'offre. Or ici, la demande, c'est quoi? On veut manger vite, on veut manger rapide et surtout, on veut manger moins cher et accessible. Mais l'accessibilité ne veut pas forcément dire tuer la santé. Pour ma part, j'ai essayé de regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire autour de cet écosystème. Il faudrait à un moment donné que l'État gabonais s'inspire d'autres pays. Toi et moi, on revient de la France. On a des kebabs partout. Dans mon quartier, on peut avoir au moins 10 magasins de kebabs, 10 boutiques de kebabs. Mais vous allez voir que ces kebabs respectent les normes. Ils sont tout le temps contrôlés. Il y a tout le temps des descentes des agents inopinés qui viennent tout le temps contrôler. Que ce soit la traçabilité des viandes. En parlant même de traçabilité des viandes, il y a un monsieur là, il faut dire qu'il vend le chien. Donc il fait manger le chien. Tu n'avais pas vu ça à la télé? Tu n'avais pas vu ça? Non, vas-y, continue. Parce que l'affaire du chien, là, c'est compliqué. Non, tu vois, il n'y a pas la traçabilité. Donc, lui disait que parfois, il arrive de vendre du chien. Donc, peut-être beaucoup d'entre nous, nous avons déjà mangé le chien sans le savoir. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas ce côté de surveiller d'où viennent les aliments, d'où vient la viande, où est-ce qu'on se procure, qui sont les fournisseurs. Il n'y a pas ce contrôle-là. Les seuls contrôles qu'on a, c'est aller regarder si le feu est allumé. Oui, il donne 2000 parce que le feu est allumé. Mais ça, c'est très malsain et je pense que c'est aussi une responsabilité partagée par nous, le peuple, parce qu'on ne fait pas attention. On veut manger vite comme moi, je suis paresseux, ne veut pas dire que je ne sais pas préparer, mais bon, il m'arrive de préparer, n'est-ce pas? Mais bon, il m'arrive de préparer quand j'ai le temps, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas assez de temps de faire la cuisine qu'on se retrouve à manger dans les coins aussi insalubres. Je disais donc que la responsabilité est partagée entre l'État, les consommateurs et bien sûr les vendeurs. L'État, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'État fait les descentes sur le terrain, à part que ce soit du buzz, on va montrer 2 ou 3 vidéos, la Gaza fait le travail ou la mairie fait le travail, mais on sait très bien que ce n'est pas dans la durée, ce n'est pas dans la continuité. Fermer des échoppes, c'est bien, mais il faut trouver des solutions alternatives. Comment faire à ce que ces échoppes-là, bien ces cafettes, ne repoussent plus. Donc, il ne faut pas seulement les fermer. Il faut trouver des solutions. Et les solutions, c'est des formations. Les solutions, c'est la structuration. Les solutions, c'est la formalisation. C'est vrai que l'informel, il y a beaucoup de l'argent, mais il faut aussi formaliser ces personnes-là. Donc, ça, c'est le côté de la responsabilité de l'État et surtout faire des suivis, les suivis médicaux, hygiène corporelle et tout ce qui va avec. Encore, la responsabilité au niveau des consommateurs, c'est tout simplement que lorsque nous arrivons dans un restaurant qui n'est pas hygiénique, il faudrait que l'État puisse mettre en place un numéro vert. Je pensais à ça, un numéro vert, où si je vois un peu des moustiques, des mouches qui circulent comme ici, comme on voit, je peux appeler le numéro vert pour signaler un établissement qui ne répond pas aux normes fixées par la Gaza et par l'État. Donc, les populations ont aussi ce rôle-là. Vous avez aussi le rôle personnel où je dois me protéger, donc aller manger dans les coins propres dorénavant. Je vais essayer de manger dans les coins propres ou amener mon sandwich depuis la maison. Donc, nous, les consommateurs, nous avons aussi cette responsabilité morale de manger ou de choisir les coins où nous voulons manger. Si on amène la demande, où on propose la demande où nous voulons seulement manger, où c'est propre, où je pense que les vendeurs vont s'adapter et vont nous proposer une offre des échoppes ou des cargottes très propres. Et enfin, la responsabilité au niveau des vendeurs, c'est tout simplement que quand vous mettez en place un établissement, une restauration, vous êtes responsable de tout ce que vous faites. Si des personnes tombent malades, vous êtes responsable. Parce que vendre de la nourriture avariée ou impropre, c'est aussi une responsabilité morale qui vous incombe aussi ici. Donc, il faut solutionner
tous ces problèmes-là. J'ai pris l'exemple ici, comme vous savez, je travaille au ministère de l'Entrepreneuriat. Donc, j'ai pris l'exemple, si nous avons actuellement une initiative qui vise à mettre en place des box. Voilà. Qui vise à mettre en place les box. Ces box-là sont des box commerciaux. Donc ici, nous avons peut-être le projet Piagec. Donc ce projet Piagec-là consiste tout simplement à accompagner des jeunes Gabonais, 100% Gabonais, qui veulent se lancer dans la restauration rapide, la restauration de proximité surtout. Comme vous pouvez le constater, c'est très propre. On peut essayer de promouvoir ce genre d'emplacement dans tout Libreville, dans l'intérieur du pays, parce que ce sont les box aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est autonome. Vous n'avez pas besoin de la ECG, vous n'avez pas besoin de payer le courant ou de coupure, donc à peu près 48 heures d'autonomie. Et vous voyez bien que c'est propre, les clients, toi et moi, on peut arriver, après notre travail, on peut faire une pause ici et manger, c'est propre, c'est sécurisé. Voici à peu près les initiatives dans lesquelles l'État gabonais peut s'inspirer et orienter des vendeurs de proximité de prendre et se procurer ce genre de box pour, bien sûr, sécuriser la population. Okay. Voilà. Donc, pour terminer, je dirais tout simplement que manger, c'est bien, mais manger propre, c'est aussi sain pour notre santé et que nous devons tous faire attention. Nous sommes les uns et les autres responsables de notre santé, de notre pays. Merci beaucoup, Claire Newman. Alors, je vais faire un petit tour de plateau. D'abord, première question, nous avons notre invité, donc le professeur Diallo. Est-ce que manger sainement, ça n'a pas un coût finalement et que les gens préfèrent souvent préserver leur poche plutôt que de préserver leur ventre? Bon, je vais d'abord commencer par dire merci à la Tribune du Bled pour m'avoir invité. Je suis sûre que vous auriez pu penser à quelqu'un d'autre. Je suis sûre que je ne suis pas la personne la mieux indiquée et la plus compétente pour vous parler de ce sujet, mais bon, c'est avec plaisir que je vais partager avec vous ma petite expérience et mon vécu. Alors, on va dire que manger sainement, ça coûte quand même de l'argent, il faut le reconnaître. Et tout le monde ne peut pas aujourd'hui, eu égard aux difficultés des uns et des autres, manger, on va dire, sainement. Madame Newman parlait tout à l'heure des gargotes qui sont dans presque tous les quartiers, où on mange très vite, mais où encore, quand on regarde bien, c'est pas tellement propre ce qu'on mange. Et le souci, c'est que beaucoup de gens passent par là pour se nourrir, surtout la journée, dans la pause, entre 2, à partir de 13h, 14h, on fait la pause, on y va rapidement, on mange et on revient. Mais c'est vrai qu'on ne mange pas souvent propre, il faut le reconnaître. Et donc, la santé, bon, on va dire quand même que l'alimentation est quand même, une alimentation saine est quand même importante pour garder une bonne santé. Il faut quand même le reconnaître. Et une alimentation saine, c'est pas vraiment ce qu'on va voir dans les gargotes, entre guillemets. Parce que quand on dit alimentation saine, on parle d'abord d'une alimentation qui est diversifiée, qui est variée, une alimentation équilibrée, une alimentation où il y a, on va dire, des légumes, des fruits. Bon, l'alimentation qu'on nous sert dans les gargotes, c'est souvent des fritures, c'est souvent du barbecue, les coupés en parenthèses. Et donc, c'est une alimentation qui est soumise très souvent à une très forte température. Et donc, ce mode de cuisson libère très souvent des substances nocives, potentiellement cancérigènes. Ça, quand même, il faut le savoir. Et donc, on a constaté, dans le service où moi je travaille, parce que je travaille à l'hôpital général, au service de chirurgie viscérale, j'en suis le chef du département, on a constaté depuis quelques années qu'il y a une recrudescence des maladies, des cancers digestifs, notamment les cancers du côlon et du rectum. On en a de plus en plus. Et donc,
le sujet de la tribune du bled aujourd'hui tombe bien. C'est un sujet, on va dire, qui tombe vraiment à point nommé. Parce que nous, on s'était posé la question, depuis quelques années déjà, de savoir si la recrudescence de ces cancers colorectaux n'était pas, si l'alimentation n'est pas incriminée. Et le souci, c'est qu'on commence à voir ces cancers chez des sujets de plus en plus jeunes. C'est quoi de plus en plus jeunes, par exemple? Bon, à l'époque, les cancers colorectaux, colon rectum, on les voyait dans les 60, 65 ans, 70 ans. Maintenant, on a des jeunes de 30 ans qui font des cancers colorectaux. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal parce que on va dire, ce sont les jeunes en pleine force de l'âge, ce sont les jeunes qui travaillent. Donc, souvent aussi, le souci, ce sont des cancers qu'on détecte quand ils sont déjà relativement avancés. Et c'est ça le problème. Et moi, je suis presque sûre, j'en discutais avec mes collaborateurs, que l'alimentation, qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué, est certainement responsable. Donc, il faudrait peut-être creuser de ce côté pour essayer de comprendre ce qui se passe. Oui. Parce que je pense que ça va bientôt être un problème de santé publique, comme je disais. Ok, donc on voit de plus en plus de maladies qu'on traitait avant de maladies de vieux, qui deviennent des maladies de très très jeunes et qui sont de plus en plus répandues. Je voulais poser la question à Lino Ndongwa. Tu as fait le terrain et tu t'es rendu compte qu'effectivement il y a ce que tu as vu. Mais en fait, quand on voit des populations qui viennent par exemple au Gabon pour se chercher la vie, et qu'on voit des hommes ou des femmes qui n'ont rien de cuisinier. Parfois, à un moment, il commence briquetier, il finit maçon, et à un moment, il se dit « Ah, je me lancer dans les coupés-coupés ». Nous avons ces expressions, se lancer dans. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de personnes qui viennent dans ces conditions-là pour se chercher et chercher la vie? Est-ce que vraiment, ils sont capables eux-mêmes déjà de manger ce qu'ils cuisinent? J'ai entendu le DG de la Gaza dire qu'ils ont fait le test avec quelqu'un qui ne voulait pas manger ce que lui-même lui propose. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une espèce de quête de la vie et donc on est capable de vendre tout et n'importe quoi, quitte à rendre des gens malades. Ce n'est pas par méchanceté au départ, mais c'est quand même ça finit par être méchant puisqu'on les fait tomber malades. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce qu'on va vraiment régler ce problème tant qu'on aura cette contrainte? C'est pourquoi tout à l'heure, moi je disais que je ne mange pas dehors. Je n'aime pas manger dehors parce que je ne sais pas comment, comment la nourriture du dehors est préparée, comment ça a été conservé, comment c'est fait. Tu vois, et là tout à l'heure, le docteur venait par exemple de parler de rééquilibrage alimentaire. Dehors, on ne mange que la même chose. La même chose, on ne sait pas si les huiles ont été réutilisées, comment ça s'est préparé, je vais me répéter. Mais en même temps, on ne mange que la même chose. Tout le monde veut vendre la même chose. Ils vont vendre des brochettes de oignons, des brochettes de Nike. Ils vendent des coupés. Ça veut dire que dehors, on retrouve vraiment... Il n'y a pas quelqu'un, à part dans les restaurants, où tu peux avoir un menu assez diversifié. Chez ce vendeur de rue-là, on ne retrouve que la même chose. Alors que comme elle faisait ressortir, il faut qu'on réapprenne à bien manger. Et dehors, on ne peut pas bien manger. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que... c'est vrai que ce sont des activités génératrices de revenus, mais hormis le fait qu'on prenne des décisions, je vais aller dans le même sens que Claire qui disait qu'il faut que des choses soient faites d'abord en amont pour que après on se dise voilà, il ne faut plus que les gens mangent dehors, il faut qu'on ait une raison concrète ou il faut que les gens partent manger à tel ou tel endroit. D'accord. Mais vraiment, comme je te disais, moi, manger dehors, c'est très difficile pour moi. Vous pouvez intervenir au 077 84 20 12 sur WhatsApp ou en appel direct. En attendant, nous allons passer à la chronique de Parfait I, que nous appelons C'est Parfait. Alors, Parfait, toi, tu veux nous parler de quoi exactement? Allez, à toi. Déjà, avant de lancer sur ma chronique, je voudrais revenir sur la vidéo de Claire. Notamment, si on peut revenir, si la régie peut nous ramener cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Voilà, non, c'est celle-là. Celle-là, ok. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose que j'ai remarqué et depuis, j'attendais que les gens remarquent. Le monsieur, il coupe la viande, il la prend avec les mains. Oui. Il va aux toilettes, il se... Excusez-moi, c'est pas que je veux devenir... Il parle avec les... Non, écoutez, excusez-moi. Il n'a pas de gants. Non, excusez-moi, je veux pas être crade, mais je veux dire des choses clairement. Ce gars, il transpire, hein? Il essuie ses mains avec quoi? Il s'essuie le visage avec quoi?
Quand il va aux toilettes, il fait comment, en fait? Et après, il revient, il met ses mains sur la viande qu'il découpe au Gabonais, qui va mettre du piment. Il va dire à la frère, parce qu'il y a la bière à côté, « Oh, le piment, ça me va. » Oh non, le noir ne meurt pas de la saleté. C'est l'expression qu'on utilise. Alors, tu vas payer peut-être 10 000, je sais pas moi, 2 000 francs CFA pour manger ça, mais tu vas payer au moins 50, 60 000 francs en médicaments, en soins, pour te soigner après. C'est ça, en fait, que je voulais vraiment que les gens regardent. Regardez bien, avec les mains. Et là, on va manger, et après, voilà, tu amènes la petite, tu prends 2 regardes, c'est tranquille, on met beaucoup de piment. L'homme noir ne meurt pas de la saleté. C'est la réalité que nous avons. Même si on parle d'activité génératrice de revenus, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous ne pouvons même pas nous permettre, nous, en tant que clients, de regarder. Très bien. Voilà. Alors, pour revenir sur notre chronique, alors aujourd'hui, nous allons faire... la chronique, c'est parfait. En fait, nous avons fait une audit. Mais une audit basée sur des chiffres, en fait. Pourquoi sur les chiffres? Parce que nous avons parlé de la façon dont on mange, nous avons parlé de la qualité alimentaire, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent là dans notre chronique. Et lorsqu'on parle ici, on parle effectivement de ce que nous avons appelé le diagnostic d'un certain nombre d'éléments que nous avons pris, notamment des chiffres et aussi tout ce qui tourne autour des causes, notamment liées à l'intoxication alimentaire. Alors, dans notre première partie, quand on parlait de chronique, on parlait d'audit. Permettez-moi, on parlerait de ce qu'on appelle l'urgence sanitaire. Alors, l'urgence sanitaire, ici, il s'agit de chiffres, Stéphane. Il s'agit de chiffres. On parle de 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire dans le monde. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise que ce qu'on constate aujourd'hui au Gabon ne concerne que le Gabon. Non, c'est un problème déjà qui frappe énormément à travers le monde. Et sachant que le Gabon est un pays qui importe quasiment tout ce qu'il consomme. 80%. Donc, 80 à 60%, eh bien, on parle ici en Afrique d'une insécurité alimentaire qui passe au niveau de 868 millions de personnes en 2022 seulement qui ont été touchées par des problèmes d'intoxication alimentaire à travers le monde, toujours. Là, ce sont les chiffres que vous pouvez vérifier au niveau de... 420 000 décès annuels, Ouais. 33 millions d'années de... quoi 33 millions d'années de bonne santé. Oui, c'est vrai. Effectivement. C'est vrai. On a effectivement un indicateur qui s'appelle l'année de vie en bonne santé. Effectivement. Et en Afrique centrale, aujourd'hui, dans les zones les plus dures, qui sont... Enfin, l'Afrique centrale est considérée comme la zone la plus dure, notamment le Gabon, y compris d'autres pays de la sous-région. Donc, en conclusion sur cette question, on peut constater que de manière globale, au niveau de l'Afrique, bien que du moins au niveau du Gabon, nous n'avons pas vraiment pu avoir des chiffres bien précis. Et l'absence de chiffres ne veut pas pour autant dire qu'au Gabon tout va bien. Il faut bien comprendre. C'est même un problème parce que l'absence de chiffres fait en sorte que des spécialistes comme le docteur en face auront du mal à pouvoir apporter des interventions spécifiques sur des cas de maladie parce qu'on ne sait pas exactement à quelle échelle est-ce que notre situation se trouve. Alors, si on peut avancer, le Gabon importe à peu près 60% de sa denrée, hein, donc on va aller dans 60%. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est que sur notre importation, la Gaza, bien qu'elle soit présente, nous sommes quand même 35e au rang africain sur l'accessibilité de pays qui aujourd'hui présentent des facteurs sur des risques d'intoxication alimentaire. Nous sommes 35e, on parle de 54 pays, mais nous sommes 35e. Donc c'est de dire que le Gabon est vraiment un très très mauvais élève sur la question. Sur les questions portées sur le paradoxe, hein, parce que là, on parle bien d'intoxication alimentaire, on parle bien de tout ce qu'on mange à travers le globe, mais ce qui est important à comprendre, qui semble ne pas être très souvent rappelé aux gens, c'est est-ce que vous savez que le Gabon est un pays exceptionnel? Nous avons 170 milliards de mètres cubes d'eau douce qui a notre accès. Vous allez me dire, mais où est le rapport avec l'eau? Évidemment, l'eau est importante parce qu'on parle aujourd'hui de 71% des personnes des Gabonais qui aujourd'hui ont du mal à accéder à l'eau potable. Notamment, on parle ici d'une capacité qui varie d'entre 36% des personnes disent ne jamais avoir eu l'eau potable ou ne fût-ce qu'une seule fois dans l'année. Ah ouais. Ah oui. C'est-à-dire que ne fût-ce qu'une seule fois, plus d'un tiers le réclament aujourd'hui qu'ils n'ont pas pu avoir l'eau potable, ne fût-ce qu'une seule fois dans l'année. Donc ça veut dire que s'ils n'ont pas l'eau potable, ils boivent quoi? Là, ça devient intéressant. Parce qu'il faudrait rappeler, donc, je voulais dire, c'est pas 36, c'est
excusez-moi du chiffre, je crois que je me suis trompé sur les chiffres. Non, c'est pas grave. C'est 71 personnes. 71% des ménages. Autant. Voilà. Ne vont pas avoir accès régulier à l'eau potable. À l'eau potable, Ah, voilà. oui. C'est exactement ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que 36% des eaux usées est traitée. D'accord, donc le Gabon traite les eaux usées. Oui. Plus d'un tiers des eaux usées. Voilà. traitées. Alors la question serait, où passent les 64 autres pourcents dans la nature? Ah. Ça se déverse dans les 171 millions de mètres cubes d'eau de sources que nous allons réutiliser et remettre à la disposition de la population. Ok. Donc nous ne traitons pas toutes les eaux usées que nous consommons et ces eaux usées se retrouvent dans la nature. Et ça aussi, ça cause des questions, ça pose des problèmes sur les questions de santé publique. Voilà. Alors, pour ce qui est de la chaîne de contamination, il est important de comprendre, tout à l'heure le professeur nous parlait justement de la façon dont on conserve justement les aliments, la façon dont on les cuit. On parle de température, on parle d'emballage. Tout ceci contribue énormément au cas de cancer, notamment comme ce qu'elle parlait, notamment les questions portées sur le plastique. Alors excusez-moi, je vais encore être crade. Alors, vous allez tout de suite là au marché qui se trouve juste après Nkimbo. Il y a une poubelle juste à côté. Et en face, on vend du poisson, des tomates, à même le sol. Alors, quelqu'un a la tuberculose, il crache au sol, ça sèche, il y a soulèvement par la poussière qui se retrouve sur le poisson, qui ensuite est arrivé à la maison. Notamment, le Gabonais qui à la maison n'a pas d'eau potable, ou du moins n'a pas d'eau. Va laver dans la même marmite le poisson, la même tomate, et ensuite va mettre à disposition. Peut-être même va faire une salade parce qu'encore qu'il ne devrait pas mis les aliments à cuire. On ne fait pas cuire la salade. Voilà, donc on ne fait pas cuire la salade, donc tu manges. finis de manger et après tu as la tuberculose et tu accuses la grand-mère qui est au village parce qu'elle est venue passer des vacances ne fût-ce que de 2 semaines. C'est elle qui m'a lancé leur tuberculose. Ce sont les réalités que nous vivons. Donc, sur le dernier slide, je pense que c'est... Donc, c'est des questions qui sont évidentes. Et alors, nous avons donc, au niveau de la Gaza, bon, enfin, tout le monde connaît ce que la Gaza aujourd'hui fait, ils ont mis en place des laboratoires qui permettent justement de pouvoir mettre en place des analyses sur la qualité des aliments et tout. Malheureusement, toutes ces questions sont axées juste au Gabon. Parce que pour nos parents d'Ebita, ma grand-mère qui est à Oyem, il n'y a pas forcément accès à toute cette réalité. Aujourd'hui, tout le mécanisme qui est mis en place, notamment par les pouvoirs publics, reste concentré au Gabon. Il serait peut-être aujourd'hui important ou encore nécessaire que l'on puisse les développer aussi dans d'autres régions du Gabon. La régie nous suit. Ok. Alors, on parle aussi des questions, notamment sur... je crois que nous avons un problème, ils ne suivent pas notre plan. Donc sur ce qu'on appelle le plan national. Alors le plan national ici de santé publique, notamment le PNS, affiche aujourd'hui des ambitions qui couvrent un certain nombre d'équilibres au niveau du Gabon. Bien que nous avons toujours ce problème de chiffres, ce véritable problème de chiffres, car tous les chiffres que nous avons aujourd'hui sont toujours tirés de l'OMS ou tirés du FAO. Donc, sur les questions portées au niveau du Gabon, notamment par la capacité des pouvoirs publics à agir, nous sommes confrontés à une véritable réalité, c'est que en cas d'endémie, en cas d'épidémie, en cas de problème de sécurité alimentaire, comme je le disais tout à l'heure, le manque des chiffres empêcherait à des spécialistes comme Madame de pouvoir réellement apporter une réponse spécifique à la question. On va aller on va aller sur la conclusion directement, si vous me permettez. Alors, pour conclure tout ce que nous étions en train de dire, il faudrait rappeler tout simplement que lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, il n'y a pas seulement la question qui porte sur la façon dont on traite les aliments, il y a d'abord la question qui tourne autour de l'accès à l'eau potable. Parce que tout tourne autour de cela. Aujourd'hui, les structures hospitalières, lors de l'émission de la semaine dernière, nous avons parlé d'un hôpital au niveau de Tchengue. C'est ça, Tchengue, si je me rappelle, où on nous disait qu'il n'y avait pas d'eau potable. Comment on fait pour pouvoir s'en sortir dans un hôpital où il n'y a pas d'eau? C'est une réalité. C'est une réalité essentielle. Et donc, pour rappeler encore aux gens de la SEG, on n'a pas terminé notre rubrique avec vous. La question sur la clientèle est toujours posée et l'accès à l'eau potable reste toujours d'actualité. Merci encore. Merci beaucoup, parfait. La chronique, c'est parfait. On peut rappeler le numéro de téléphone 077 84 20 12. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez également rappeler en normal. Alors, là, je donne la parole aux spécialistes. Là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez en tant que spécialiste?
On parlait de cancer colorectal tout à l'heure, il y a peut-être d'autres affections. Est-ce que vous avez un complément à apporter ou des recommandations avant que je donne la parole à Claire? Bon, il y a aussi, on va dire, des recrudescences des maladies métaboliques, comme le diabète de type 2. Il y a également des recrudescences des AVC chez des patients aussi relativement jeunes, hein. Donc tout ça, c'est, on va dire, le dénominateur commun de toutes ces affections-là, on va dire, c'est l'inflammation chronique. Et l'inflammation chronique est générée par l'alimentation inadaptée, la mauvaise alimentation. Et donc, je disais tantôt que l'inflammation chronique fait le lit de toutes ces affections-là. Donc, du diabète de type 2, on en voit de plus en plus, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiovasculaires et des cancers digestifs, d'autres cancers d'ailleurs, par exemple de la sphère ORL. Et donc, il faut vraiment que cet aspect alimentaire soit pris très au sérieux. Il faut que les populations sachent ce que veut dire bien manger, parce que bien manger, c'est leur garantir une bonne santé, leur garantir une espérance de vie quand même de plus en plus élevée. C'est vrai qu'on voit quand même les gens vivent de plus en plus longtemps, mais bon, il ne s'agit pas de vivre longtemps, il s'agit de vivre longtemps en bonne santé. C'est surtout ça. Voilà, donc c'est ce que moi je voulais apporter comme précision. Une bonne alimentation, c'est une alimentation variée, c'est une alimentation où il n'y a pas trop de graisse, pas trop de sucre, pas trop de sel. C'est une alimentation où on ne prend pas trop d'alcool. C'est tout ça qui fait l'alimentation saine, équilibrée. Et je pense que les populations devraient savoir ce qu'elles mangent. Et c'est dommage, on voit qu'on a de plus en plus de maladies parce que le régime alimentaire des gens a changé. On ne mange plus maintenant comme on mangeait il y a 15-20 ans. Il y a 15-20 ans, on avait moins de maladies que maintenant, mais il y a 15-20 ans, on mangeait plus sainement. On mangeait à la vapeur, on mangeait les bouillons, les soupes. Maintenant, les gens ont tendance à manger beaucoup de fritures, à manger beaucoup de sauces, à manger très salé, à manger très sucré, à manger beaucoup d'aliments transformés, à manger beaucoup fast-food, pizza. Et tout ça, c'est pas très sain. C'est vrai, il faut le manger de temps en temps. Ça pose pas problème quand on le mange de temps en temps. Mais il y a des endroits, il y a des familles où on mange ça pratiquement tous les jours, tous les soirs. Et c'est là que ça pose problème. D'accord. Claire, moi j'ai une question à te poser. On a parlé tout à l'heure de l'alcoolisme et sûrement du tabagisme, mais on est champion aussi au Gabon d'une autre discipline, c'est la discipline de l'alcool, consommation d'alcool. Ça, ajouté au fait que les gens ne boivent pas de l'eau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent passer même une semaine sans boire de l'eau, à boire de l'alcool. Bon, heureusement pour eux, il y a de l'eau dans l'alcool, mais dans la nature, quand Dieu a créé la nature, je pense qu'il n'y avait pas vraiment comme ça des ruisseaux d'alcool. Donc, il a prévu sa chose comme il a pu. Donc, avec tout ça, tout ce que tu as dit, plus tout ce que on vient d'entendre, quel conseil toi tu pourrais donner avant qu'on ne passe à la partie interview, avant une pause publicitaire? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bien évidemment. C'est aussi l'environnement, tu vois. Aujourd'hui, les Gabonais on n'a pas le travail, il y a le chômage, et puis ils ont leur passe-temps favori, il faut critiquer. Donc, il faut critiquer l'État et on n'est pas content. Donc, je pense que la boisson, c'est aussi un moyen pour eux de s'évader. Pour certains, ce n'est pas cautionné, ce n'est pas bien sûr tolérable. Parce qu'une personne comme moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vois pas. Et je ne comprends toujours pas pourquoi les gens s'acharnent à boire et à fumer parce que c'est toujours en bonne santé. Je pense que chacun trouve peut-être un refuge derrière la boisson, derrière l'alcool, même derrière la nourriture. Moi y compris, moi je trouve refuge derrière la nourriture quand je suis un peu embêtée. Donc du coup, je rentre dans mon frigo ou je me mets à manger. Vous voyez, c'est aussi des moyens d'échappatoire social où on peut chacun à notre niveau. Moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse, on appelle ça, retour à la nature. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de valoriser l'agriculture parce qu'on importe tout. Il faudrait un moment déjà qu'on retourne un peu la terre. En Angleterre, ils ont un système. Ma fille Eva faisait, ils appellent ça comme un year for ou year five, je ne sais plus. Enfin, ils sont dans les year. Donc, elle faisait year five. Donc, du coup, dans leur établissement,
ils font les mercredis et les samedis, c'est pour apprendre les enfants l'agriculture. Ils vont apprendre les enfants comment faire des potagers, des trucs comme ça, manger équilibré. Et ensuite, on les renvoie à la maison faire des recettes. Tu vois, déjà, au plus jeune âge, on apprend déjà aux enfants à manger équilibré. On doit avoir ce système-là, on doit essayer de mettre ça soit dans notre système éducatif et aussi faire des ateliers, comment manger sainement et comment aussi essayer de retourner à la source. On va tous aller au village, faire des plantations. Le problème de santé alimentaire, je pense que ça touche plutôt les capitales. Parce que chez moi, dans mon village, je ne mange pas les Nike. Voilà, ma grand-mère, ou bien nous tous sommes pas en brousse, on a notre fourreau, on a les fèves de manioc, tu vois, comme on appelle ça, le folon coupé, avec du sel cru, au moins c'est sain. Donc les gens au village n'ont pas trop ces problèmes de santé, mais c'est en ville. Et à l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, il n'y avait pas tous ces échoppes de restauration rapide. C'est maintenant depuis l'immigration, et ce sont les personnes étrangères, pour ne pas tous les vexer, sinon il va encore dire que nous sommes xénophobes. Mais ce sont des commerces qui sont tenus par des personnes venues d'ailleurs, qui viennent nourrir les Gabonais dans leur pays. Donc vous voyez qu'il y a quand même un danger aussi, et surtout la souveraineté économique de nos commerces informels. Donc, il faudrait vraiment un système de structuration de fonds encore par l'État, par nous. Donc, on va un peu combiner et la pression et si combiner et les accompagnements pour les programmes futurs pour que l'État puisse au moins contrôler tout ce bazar qui existe dans notre pays. Merci beaucoup, Claire Neumann. Oui, parfait, tu veux réagir, mais rapidement. Toi, tu veux manger le folon dans le sel. Si tu me permets, c'est drôle d'entendre ce que Claire vient de dire. Elle prend une référence en Angleterre, où les jeunes sont initiés au potager. Mais c'est drôle, pourquoi? Parce que moi, j'ai connu ça à l'école primaire. Je voulais dire la même chose. À l'école, les programmes de l'école que j'aime. En fait, nous sommes en train de chercher des solutions qui existaient déjà, mais que nous avons abandonnées et personne ne peut expliquer. Nous avions l'activité, vous appelez ça comment? Éducative. Il y a une activité qu'on avait tous les mercredis. Tous les mercredis après-midi. Voilà, le travail manuel, effectivement. Mais nous faisions ça parce que chaque salle de classe devait produire un petit potager. Et ce potager, à la fin de l'année, c'était ce qu'on mangeait pour organiser la fête de fin d'année. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est des choses qui sont lunaires, qui viennent d'ailleurs, alors que nous les avons connues. Alors, la question est très simple. Pourquoi ne vraiment pas retourner aux sources? C'est des choses qui existent déjà. Là, on parle aussi comme si nous-mêmes, nous n'avions pas un problème dans nos modèles de société. C'est-à-dire que ce que tu mets en lumière, c'est aussi le fait que, ok, l'école éduque d'une certaine manière, mais les gens, quand ils construisent des maisons aujourd'hui, tu as beaucoup d'espace parfois. Tu vas déjà regarder une personne qui va te mettre le béton partout. Ça veut dire qu'il va chasser la nature. Il met le béton parce que vraiment c'est compliqué. Après, l'enfant va faire le potager ou lui-même il ne fait pas le potager. Même les fleurs, il ne fait plus. Tu vois? Donc il met le béton, Mais c'est pour ça que le président a exigé que chaque vacances doit mener aller au village. Mais le président n'a pas exigé ça. C'est-à-dire que normalement, nous-mêmes, quand on s'assoit, tu regardes un énorme espace de verdure. Tu commences par dire, je veux faire des tomates. Tu commences par dire, et c'est comme ça que tu vas amener ton enfant dans une activité. Parce qu'on met aussi trop tout sur l'école. C'est vrai que l'école a été tuée, déstructurée au Gabon. C'est pas faux. Mais si au moins on avait une résilience familiale de nos parents qui disent, moi je vais t'apprendre et l'agriculture et le commerce. Comment font nos communautés amies? Le commerce, il commence tôt. C'est-à-dire que tu vois un enfant qui accompagne son enfant dans le commerce, enfin, ça c'est ses parents dans le commerce, à 5 ans, 6 ans, 7 ans, il commence même à compter l'argent avant de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui veut dire que quelque part, on a aussi des modèles de société qui nous sont transmis depuis le village, mais quand on arrive en ville, on joue tous les Ouattara. Il ne faut pas aussi qu'on se voile la face. Quelqu'un veut jouer les blancs, les pieds croisés, avec la maison, avec le béton, et monter. Non, à un moment donné, tu as envie de dire... Non, Stéphane, en parlant de ça, moi par exemple, j'ai du mal à acheter des épinards dehors. Parce que ma mère, chez elle, ma mère a les bananiers. Elle a des avocatiers, elle a tout. Non, mais c'est vrai en plus. Quand je veux des épinards, je ne vais pas les acheter au marché. Il suffit que j'aille chez ma mère, je m'en vais cueillir mes épinards. Est-ce que tu as montré à tes enfants comment cultivent les épinards? Mes enfants ont la main verte parce qu'ils ont vu leur grand-mère. Non, j'ai dit, hein. Toi, tu as pris tes enfants, tu as dit que ça, c'est le potager, faites le potager. Mais moi, je n'ai pas la main verte, malheureusement. Même si la main orange. Mais ils ont déjà pris, comme ils voient l'exemple. Ils savent que chez nous, on a grandi comme ça, avec les arbres fruitiers, avec des légumes à côté et tout. Donc ça, c'est déjà un exemple. Non, c'est ok. Non, mais en moi, fait... je ne suis pas obligée de leur montrer, mais ce que j'ai dit, c'est que les épinards... Mais non, ils le voient déjà. Ils le voient déjà.
Moi, je pense que Mais tu l'enfant vas a besoin transmettre. qu'on l'éduque Ma à mère quelque le chose. transmet déjà. Non, Ah non. Mais non. non, Ah non, non. nous avons C'est justement- notre C'est responsabilité. justement ça le problème aujourd'hui. On se pose la question de savoir, mais pourquoi à quel moment on a fait pour se déconnecter de cette réalité? Le problème, c'est que les générations qui ont suivi nos mamans, Ah. elles n'ont pas Ouais, continué. Ah. On va Effectivement. si l'enfant doit apporter le panier, il faudrait qu'il aille voir la grand-mère parce que moi, j'ai pas la possibilité de le C'est faire. quoi le nouveau groove du samedi dans certaines familles? Un KFC. Non, 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 non. On va aller à un C'est- KFC c'est- à non, manger les c'est- petits poussins. Parce que c'est des petits oiseaux qui n'ont même pas réussi à grandir correctement. On va chercher les os de ces oiseaux qui Si se je dis sont que je ne cassés les mange pas pattes à force KFC, la d'être grande gavés. mère va encore dire je Mais ne non. mange pas dehors. Non, mais tu as KFC, raison je de ne mange pas pas. manger. Ouais, Mais voilà, mais je ce pense que ça. je veux dire, c'est comme tu as dit, on a fait un saut générationnel de nos habitudes. La génération intermédiaire, là, qui est la génération des années 80, 90, là, on est en mode, on est trop arrivé en fait. C'est-à-dire que nous, on a trop connu le boom pétrolier, on a trop grandi dans le fait que papa et maman nous ont montré des choses, des villageois peut-être, hein, je ne sais pas, et que nous, on veut trop montrer que nous, c'est secret story en fait. Donc, le vrai groove de l'enfant, c'est quoi? Tu veux une pizza? Tu vois? Tu veux une pizza? Il n'y a pas un moment où tu fais de la complicité avec ton enfant et tu dis, bon, ben, j'ai quand même là 300 mètres carrés du reste de ce que je peux faire comme potager. Je vais lui apprendre à faire des tomates. piler Je vais le lui apprendre- Il n'y a manioc. pas. Et puis, quand tu en as du temps, tu en fais quoi? Lui donne une tablette. Bah oui, évidemment. Joue à Candy Crush. Exactement. En fait, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, nous aussi, on a un modèle de société qui s'est perdu. Il faut qu'on le retrouve et c'est la responsabilité de chacun. En tout cas, le débat continue. On va interrompre pour une courte page de pub et on revient tout à l'heure, toujours dans la tribune du Bled. Bon retour sur le plateau de la tribune du Bled. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à la sécurité alimentaire. Ce que nous consommons est-il en train de nous tuer silencieusement? Et comme je vous disais en introduction et tout à l'heure, nous avons une invitée spéciale, professeur titulaire en chirurgie viscérale et digestive et hospitalo-universitaire. Donc, il s'agit bien sûr du professeur Kadiatou. Alors, professeur, hein, parce qu'il y a très peu de femmes qui parfois arrivent à ce niveau. Hein. Professeur Kadiatou Dallo. Alors, je vais vous présenter d'abord la personne, parce que vous l'avez vu là, mais je n'ai pas encore présenté. D'accord. Il y a la partie chirurgie, viscérale, tout ça, et puis il y a la personne. Je vous explique. Lorsque nous avons mené notre lutte, nous avions des personnes en prison. Landry Amiens, Washington, Bertrand Zibier, etc. Savez-vous que cette dame allait les soigner gratuitement là-bas? Qu'elle a mené à manger gratuitement là-bas. Elle faisait des bassines de nourriture, elle les posait là-bas. Moi, je l'ai connue par Landry Amiens. Elle n'aime pas parler, elle est vraiment timide. Hein. Mais Landry m'a dit, ça là, la maman là, c'est un autre niveau. Donc, pendant que nous, on se battait comme on pouvait à l'époque, elle se battait comme ça. Alors, je vais même plus loin. Hervé Mombo sort de prison, il tombe malade. Vous vous rappelez la période? Bien sûr. Et là, il faut hospitaliser Hervé dans un environnement où on a nos gens. Parce qu'on avait peur qu'il lui arrive tout et Quelque n'importe chose quoi. qui soit- C'était déjà compliqué. Effectivement. J'appelle le professeur Diallo, je dis professeur, Hervé est malade. Elle dit amène-le-moi tout de suite au CHUL. Elle a mobilisé une chambre blanche. Ah, je suis fan Au de vous. CHUL, Je suis fan de vous. elle a mobilisé une chambre blanche. C'est-à-dire que personne n'avait le droit d'entrer pour aller lui donner un microbe. Il était sécurisé. Ensuite, à un moment donné, il n'a pas la CNAM GS. Je dis que mais comment on va faire? Le gros Elle problème. me dit il n'a pas la CNAM GS, on ne peut pas le soigner avec les grands coûts exorbitants. Elle a appelé la CNAM. À distance, hein, on a pris les rendez-vous. À un moment donné même, et là je remercie aussi le CEDOC, parce qu'il faut quand même le dire, hein. À l'époque on n'avait pas que des ennemis et des gens qui ne nous aiment pas. Il était question qu'ils viennent l'immatriculer même à un moment donné, je crois que c'était une immatriculation, je ne me rappelle plus quel organisme, mais le CEDOC voulait lui donner le passeport. Et il ne pouvait pas bouger parce qu'à l'époque on se disait qu'il faut l'évacuer. Ils ont dit on va venir là-bas. Sauf qu'on était en pleine période, je crois qu'il y avait une période de maladie et tout, donc ils disent mais comment on va faire? Et ils se sont déplacés. Ils sont venus, le docteur a organisé ce qu'il faut. On a commencé à lui faire les papiers un à un. Donc c'est aussi pour dire que il y a beaucoup de gens qui nous ont accompagnés dans notre combat et qui sont placés à différents niveaux, qui sont directeurs généraux, qui sont professeurs, parce qu'ils voulaient que le Gabon change. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de rendre hommage à toutes ces Le personnes combattant de l'ombre. au travers notamment de la présence du professeur Diallo sur ce plateau. Alors, professeur, au CHUL, c'est un petit piment.
Avec Billy, c'est petit peu montrer que là, elle est calme, mais quand elle arrive là-bas, ils sont au pas. Ils sont au pas là-bas. Donc, professeur, on a quand même quelques questions à vous poser parce que, effectivement, comme vous faites la chirurgie viscérale et digestive, on parle de digestion, on parle de ce qu'on mange. La question qu'on va d'abord vous poser, c'est que tout à l'heure, on a dit, on a des personnes de plus en plus jeunes qui sont atteintes d'affections, qui avant étaient considérées comme des affections des personnes âgées. Mais si, par exemple, moi, je me pose une question, entre les boissons très sucrées, les boissons énergétiques, l'alcool fort, les fritures répétées ou les aliments ultra transformés, qu'est-ce qui pour vous représente le plus grand danger silencieux si vous devez les classer? Comme ça, les Gabonais, vous allez un peu écouter. Bon, je vais faire un tout petit retour en arrière par rapport au défunt Hervé Mombo. Il faut quand même savoir que la CNAMGS a la possibilité, et c'est tout à leur honneur. C'est vrai que souvent on leur jette des pierres parce qu'il manque ci, il n'y a pas ça, mais là il faut quand même reconnaître qu'ils ont la possibilité, et ils le font très souvent. Ils se déplacent dans les structures hospitalières pour les patients qui ont besoin d'être immatriculés et qui ne peuvent pas, eux, se déplacer, qui sont très malades. Donc, ils ont cette possibilité de le faire. Il faut juste les contacter. Il y a un service qui fait ça. Ils se déplacent avec tout leur matériel et ils viennent immatriculer la personne. Hein. Ça, c'est à leur avantage, c'est à leur honneur. Il faut le reconnaître ça. Et donc, on leur dit merci de ce côté. Maintenant, M. Zeng, entre... l'alcool, vous disiez? Alors, je vous cite, hein, les boissons très sucrées, les boissons énergétiques, l'alcool fort, les fritures répétées ou les aliments ultra transformés. Qu'est-ce qui représente le plus grand danger silencieux? Bon, moi, je vais dire que c'est un grand danger silencieux, tout ça. Parce que tout ça, c'est comme je vous ai dit, c'est responsable d'inflammation chronique. Et c'est cette inflammation chronique qui amène toutes les maladies dont on a parlé tout à l'heure. Donc les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques et les cancers en général. Donc tout ça, si on peut éviter, on évite. Si on ne peut pas éviter, on essaye de mettre la pédale douce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sucres, si on ne peut pas éviter d'en prendre, on n'en prend pas trop souvent. Pourquoi le sucre est dangereux? Pourquoi l'huile est dangereuse? Pourquoi? Là, moi, je suis gabonais, je ne comprends pas. Je bois mes 13 morceaux de sucre par coca. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est quoi le problème avec ça? Mais le sucre est dangereux parce que le sucre induit énormément de problèmes de santé, dont le diabète de type 2. Okay. Donc, le tout diabète. Simplement. Hein? Donc, le sucre, c'est vraiment pas bien. C'est-à-dire que ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que les boissons gazeuses là, qu'ils boivent, qu'ils aiment beaucoup boire, c'est très dangereux. Un verre de coca, semble-t-il, un verre de coca, quand vous en servez un, il y a l'équivalent de 14 à 15 morceaux de sucre dans un verre de coca. Il y a des gens qui vous prennent le litre de coca et demi, le litre et demi, et qui le boivent au clairon, tranquillement. Il y a des gens qui font ça régulièrement. Imaginez. Et le problème, c'est que non seulement il y a ça, mais il y a la sédentarité. Les gens prennent énormément de sucre et ne bougent pas. Ça aussi, c'est pas bien. Donc, ils ne dépensent pas. Ils ne dépensent pas. Il faut quand même une activité physique régulière, soutenue. Et c'est pas lever le coude. Hein. Non. Activité physique, hein. c'est faire du sport. Il faut faire du sport régulièrement parce que ça aide. Quand on s'intoxique avec les alcools, avec le tabac, et qu'on ne pratique pas du sport, c'est encore plus grave. Donc, il faut que les gens sachent que leur alimentation doit être équilibrée. Il faut qu'ils sachent que la sédentarité, c'est pas bien. Il faut bouger. Il faut qu'ils sachent que l'alcool, c'est pas bien. Il faut qu'ils sachent que le tabac aussi, c'est pas bien. Parce que l'alcool, en fait, l'alcool est la cause de tous les cancers qui partent de la bouche jusqu'au niveau de l'anus. L'alcool est responsable. Ah bon? Avec le premier responsable de ces cancers-là, quand on traverse un tube digestif et intestin jusqu'au rectum. Voilà, on commence par la bouche, puis ensuite on passe au larynx, au pharynx, on passe à l'œsophage, on passe à l'estomac, le côlon, et puis on a le rectum, et puis bon. L'alcool, il faut mettre la pédale douce. Bon, maintenant il y a un croyant. Il dit que moi je ne bois pas d'alcool, je préfère boire les coca, les Fanta, les Sprite. Lui aussi, on va lui dire qu'il y a les conséquences. Oui, il y a les conséquences par le sucre. Il y a les conséquences par le sucre. On dit de consommer avec modération. Moi, professeur, j'aimerais poser une question. J'ai été nommé hier, 3 jours plus tard, j'ai un AVC.
il paraîtrait que ce sont mes collègues qui ne voulaient pas de ma nomination ou ma grand-mère au village à qui je n'ai pas envoyé 5 000 francs. Comment expliquer cela sur le plan justement d'intoxication alimentaire? Est-ce qu'il y a un lien concret? Alors attendez, avant de répondre à la question, on va donner la priorité à celui qui appelle. Bonjour. Bonsoir. Oui, ça s'appelle normal ou bien? Appel normal, on doit d'appeler sur WhatsApp parce qu'il y a plus de temps là-bas. On va écouter la réponse du professeur. Est-ce qu'on lance l'AVC parce qu'on a... Oui, non, mais les gens... Je viens d'être nommé et soudainement j'ai une fatigue sévère, légère, avec saignement. Et plus sérieusement, et je soupçonne tout de suite soit mes collègues ou mes potes d'enfance ou encore la grand-mère qui a fait 2 semaines à la maison. Comment expliquer ça médicalement, je veux dire scientifiquement? Surtout si à l'hôpital on ne voit rien. Et tiens, à l'hôpital aussi, on n'a rien vu. C'est l'expression. On n'a rien vu à l'hôpital. Professeur, c'est un cas qui revient très souvent. Je suis allé à l'hôpital et on n'a rien vu. Ça devient mystique. Ça devient mystique. Donc l'AVC mystique, allons-y là-dessus. Je vais peut-être vous décevoir, hein, parce que franchement, là, AVC mystique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dessus? Non, en fait, c'est parce que je vous parle aujourd'hui des familles qui se divisent, qui ne se parlent plus depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Des amis d'enfance qui ne se disent plus bonjour pour des réalités. C'est aussi un problème de sécurité nationale parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. On peut vous agresser dans la rue parce qu'on se rappelle que mon père qui est décédé d'AVC, eh ben, ce serait parce que vous qui étiez son collègue, vous ne l'aimez pas. Est-ce que médicalement, est-ce que aujourd'hui scientifiquement, on peut expliquer les causes justement de ce genre de maladie? Honnêtement, un AVC de cette manière, franchement, je ne vois pas comment il pourrait arriver. Je ne vois pas comment il pourrait se passer. Je vois vraiment pas. Parce qu'un AVC, il y a des causes. D'accord? Donc, quand on va à l'hôpital, pour l'AVC, on va vous dire si un AVC ischémique, ce sont les AVC les plus courants, ou un AVC hémorragique. De toute manière, l'hôpital fait les bilans qu'il faut et l'hôpital trouve. Mais vraiment, un AVC sans cause. Moi, quels sont les facteurs aujourd'hui? Donc, on a parlé du tabagisme, on a parlé de l'alcool. Bon, on n'a même pas encore parlé aussi de ce qu'on respire. Parce que là, pareil, quand certaines particules sont dans l'air, semble-t-il que ça peut aussi favoriser les accidents vasculaires. Là, aujourd'hui, quels sont les facteurs? C'est-à-dire que si on doit les classer et dire aux Gabonais que ça l'a arrêté. On a vu le sucre qui crée donc les hypertensions, qui crée les diabètes et tout le reste. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a peut-être pas abordées et qui peuvent aider à éviter certaines maladies? Bon, maintenant, l'AVC, si c'est quelqu'un qui est hypertendu, parce qu'il y a aussi des gens qui sont hypertendus et qui ne se savent pas hypertendus. Est-ce qu'il y a un lien avec justement l'alimentation? Mais bien sûr, la mauvaise alimentation. Il y a beaucoup de gens qui mangent très salé ou très sucré et qui sont des hypertendus qui ne se connaissent pas. Il y en a même qui font des signes, des symptômes et puis qui négligent et qui vont seulement consulter quand il y a la complication de l'hypertension. Souvent, les gens ont des maux de tête et puis se disent, bon, je vais prendre un calmant et puis ça va passer. Alors que souvent, les maux de tête, ça commence par là. Souvent, ils ont des troubles de la vision. Bon, ça va passer. Et quand ils se décident à consulter, c'est que l'AVC a vraiment parlé. Donc, il y a l'hémiplégie, ou alors il y a l'aphasie, ou alors il y a la déformation au niveau du visage. Bon, la complication, en fait, c'est là qu'ils vont consulter. On a un appel, s'il vous plaît. Hein? Oui, alors, bonjour, bonsoir. Oh, pourquoi il bip? Bon, il y a quelqu'un qui bip l'émission. On ne peut pas rappeler. Mieux WhatsApp, c'est le même numéro, hein? Le 077 84 20 Même sur WhatsApp, papa ou maman, tu peux appeler. On ne peut pas. Le beeping, non, on ne peut pas. Bon, donc oui. Docteur, je vous demandais, la tension oculaire peut aussi entraîner un AVC. La tension oculaire, ça donne ce qu'on appelle un glaucome. Mais souvent, les AVC, ils sont détectés avec les complications parce que les gens ne consultent pas suffisamment. Les gens ne font pas de bilan de santé. Normalement, à partir d'un certain âge, c'est quand même prudent de faire un bilan de santé chaque année. Mais docteur, est-ce que ce n'est pas aussi un problème de coût? Le coût de la santé.
le coût de la santé? Alors, moi, je vais vous dire, honnêtement, on va se dire la vérité. Au Gabon, quand même, les gens ont une assurance. On appelle. Beaucoup de gens ont la CNAMGS. Allô, bonsoir. On peut tout dire sur la CNAMGS, mais quand même, quand on a une carte de la CNAMGS, quand on est Gabonais économiquement faible, GEF, la CNAMGS prend pratiquement tout en charge. Et c'est déjà pas mal parce que ça n'existe pas dans beaucoup de pays. Les docteurs, oui, il y a aussi beaucoup de structures qui ne prennent plus la CNAM. La CNAMGS. Même les pharmacies qui ne prennent plus la CNAM. C'est-à-dire Bon, que... les pharmacies, je ne sais pas trop. Mais nous, dans les hôpitaux publics, on prend la CNAMGS. Ok. Il faut que donc les gens aillent consulter dans les hôpitaux publics. Et d'ailleurs, c'est mieux d'aller consulter dans les hôpitaux publics parce que c'est là-bas qu'il y a les spécialistes. C'est plus simple. Dans les hôpitaux publics, la CNAMGS passe. Elle continue de passer. Donc, il faut que les gens y aillent. Parce que là-bas, on ne vous refuse pas. Parfois, même quand vous n'êtes pas immatriculé, c'est comme je vous ai dit, et que vous êtes vraiment bien malade, hospitalisé, vous ne pouvez pas bouger. Mais la CNAMGS envoie ses équipes pour vous immatriculer. On vous immatricule et puis on peut démarrer votre bilan, on peut démarrer votre traitement. Ça aussi, quand même, il faut reconnaître. Non, honnêtement, hein, sincèrement, l'assurance maladie qu'il y a ici, c'est un gros avantage qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays, même voisins, limitrophes. Donc ça, c'est déjà ça. Il faut que les gens puissent en profiter. Mais il y a aussi beaucoup de Gabonais qui ne se sont pas fait immatriculer. Il y en a pas mal. D'accord. C'est aussi Alors, ça. Message à tous les Gabonais. Donc, faites du sport, bougez, mangez moins salé, prenez Moins moins sucré. de sucre, le tabac à éviter. L'alcool, même si vous dites souvent, oui, on doit bien mourir de quelque chose, mais même si on ne meurt pas de quelque chose, même si on doit tous mourir de quelque chose, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, bon, comment on doit mourir de quelque chose? Je suis au pont d'Isaac, je me jette. Non, tout le monde préserve la vie. Et l'autre problème, c'est comment on meurt. Voilà, en fait. Voilà, parce que le cancer, malheureusement, ça tombe sur beaucoup d'entre nous. Si on peut éviter, c'est bien. Mais le cancer, ce n'est pas une mort très heureuse, hein. Ça fait mal aux familles, ça fait mal à la personne elle-même parce qu'il y a des douleurs de partout, surtout quand ça se généralise, c'est très compliqué. Il y a d'autres maladies, hein, il n'y a pas que le cancer, mais les gens qui ont les diabètes et qu'on est obligé de faire des amputations parfois, vous finissez là, vous êtes comme quelqu'un qui est invalide. Il y a vivre et il y a survivre et puis il y a mal mourir. C'est quand même important de se dire que le but de la vie, c'est de vivre heureux jusqu'à ce qu'on parte, autant qu'on le peut. Donc, essayons de le faire. Retour aux sources aussi, retour au village, respirer sainement. À l'époque, moi, je travaillais avec des médecins hollandais et ils ont au Hollande une tradition, c'est que le week-end, ils quittent la ville, pour certains, ils vont dans l'arrière-pays et ils vont respirer l'air frais. Prenons l'habitude de faire des randonnées. Ce n'est pas un truc de blanc, hein. C'est nous qui avons plus de forêts que certains pays et des forêts même où il n'y a pas la neige, il n'y a pas les ours, il n'y a pas les loups, il n'y a pas... Donc, si nous, on décide d'aller voir notre nature, la mer aussi a un air frais. La mer aussi a un air renouvelé. Donc, essayons de faire ça. Protégeons aussi la verdure, cultivons, mangeons sainement. C'est juste parce que c'est mieux comme ça. C'est mieux pour chacun. Alors, moi, j'avais une dernière question. C'est par rapport un peu à l'avenir au niveau du Gabon. Là, aujourd'hui, on est en train de parler de restauration, de changement, mais est-ce que la restructuration et la restauration du milieu de la santé suit vraiment? Est-ce que déjà cette santé joue son rôle d'information et de sensibilisation? Parce que l'hôpital, ce n'est pas pour soigner d'abord, c'est pour prévenir. Mais je vois très peu de prévention aujourd'hui, des médecins venir sur des plateaux ou autres pour parler aux populations. Pourquoi est-ce que le corps médical est que dans le soin? Pourquoi il n'y a pas tant de prévention? Bon, ça, c'est peut-être parce que vous ne savez pas ce qui se passe vraiment dans les structures hospitalières, hein. C'est vrai que l'hôpital public est très décrié, mais je vous assure, moi, je travaille dans un hôpital public. Moi, je félicite, hein, le personnel des hôpitaux publics parce que ce qu'ils font n'est jamais valorisé, n'est jamais expliqué, n'est jamais commenté. Mais c'est des gens qui travaillent énormément. Dans la plupart des hôpitaux publics, dans les services, on travaille en sous-effectif. Parce qu'on n'a pas de personnel. Mais on arrive à faire les gardes correctement, on arrive à faire les astreintes, on arrive à prendre en charge les malades. Maintenant, la prévention, mais ça se fait dans les services.
dans les hôpitaux, mais invitez les médecins, ils vont venir parler. Si vous les invitez, ils viendront. Je suis bien là aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème. Non, les hôpitaux publics, je vous assure, déplacez-vous. Hein, la tribune du bled, qu'elle aille dans les députés publics, qu'elle se rende compte de ce qui se fait dans les hôpitaux publics. Et vous verrez, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'accueil, je l'admets. Mais après, Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Hein. L'accueil, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Les autorités compétentes du secteur santé s'y attellent. Donc, chacun à son niveau. Je pense qu'il y a on va dire quoi? Il y a des choses qui sont prévues dans ce sens-là, qui vont commencer bientôt. Mais puis après, vous savez, quand quelqu'un a travaillé, mettons, toute la nuit, debout, le matin, à 7h30, 8h, la relève n'est pas arrivée à l'heure, parce que souvent la relève n'arrive pas à l'heure, et que donc cette personne soit obligée de continuer encore 2-3 heures le temps que la relève arrive. Comprenez que quelquefois, elle soit de mauvaise humeur. Comprenez, hein, ça peut arriver. Quelqu'un a fait toute la nuit, il n'a pas dormi, il a travaillé, parce qu'on travaille. Honnêtement, les gens travaillent. Moi, je vous dis, les gens travaillent. Mais c'est facile, c'est facile de décrire quand on ne s'est pas mis à la place de la personne. Les gens travaillent. Bon, souvent, la relève n'arrive pas à l'heure. Tu as travaillé 8 heures toute la nuit. Et puis, il faut que tu continues de 8 heures à peut-être 10 heures, le temps que ta relève arrive. Bon, tu es un peu fatigué, tu n'as pas eu le temps de prendre une boisson chaude. Bon, si tu as un petit mot déplacé pour quelque chose, bon, on peut comprendre. Parfois, ce ne sont pas des petits mots déplacés. Parfois, il y a de la négligence aussi. Dites-moi, Madame Newman, dites-moi, parce que là, je peux vous expliquer. Moi, je prends l'exemple. Mon propre père, qui a bien sûr pas de l'AVC, qui a eu l'AVC il y a des années, et donc il a gardé les séquelles. Du coup, à un moment, il était à l'hôpital général, il était hospitalisé. Il est rentré, je pense, aux environs de 10h, 11h de la journée, jusqu'à 19h, il n'avait pas encore été traité. Donc, on avait payé l'ordonnance, mais il n'y avait pas d'infirmière pour venir administrer les soins. Vous voyez, et c'est un manque, c'est pas bien. Imaginons, à côté, il perdait la vie parce qu'il n'y avait pas de personnes pour traiter à temps un malade qui sort d'un AVC, qui a des besoins d'être administré, traité tout de suite là. Mais il est resté du matin au soir. J'ai fait 2 fois aller-retour. J'étais même énervée. Je pense que j'avais un ami sénateur ou député qui m'avait accompagné. Je voulais péter un câble. Il me dit non, calme-toi. Oui, mais moi je ne dois pas péter le câble. Non. Je dis mais c'est pas possible. Comment on peut laisser un malade de 10h du matin à 19h, même pas une piqûre, rien du tout. Parce qu'il n'y a pas, comme vous venez à peine de le dire, il n'y a pas du personnel. Et le personnel dit le médecin qui doit te traiter n'est pas encore là. Donc ça veut dire que dans tout l'hôpital, si un médecin n'est pas là, un malade peut attendre de 10h jusqu'au soir. Malheureusement, à côté de mon père, bon, on ne va pas parler, il y a un jeune qui avait... Et ça se passait où ça? Dans le service de neurologie ou bien aux urgences? Ça se passait où? Quand on rentre à l'hôpital général, moi je ne sais pas comment identifier vos services, mais juste à la porte centrale, là, le bâtiment central. Oui, au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Là, c'est les urgences. Ah, voilà, aux urgences. Ça se passait là. Mais ça, ce n'est pas les urgences, ça c'est, on va dire, à l'attente de... Hein? Et c'était à combien de temps à peu près? Et, avant les élections présidentielles, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. On a toujours le beeper qui bip. Il bip. Alors, moi, par contre... C'était l'année dernière. Donc, c'est vrai que quelqu'un peut travailler toute la journée, il y a la fatigue, mais on peut aussi dire que parfois, il y a un manque de suivi à l'hôpital général. Et surtout aussi, même les agents de sécurité deviennent aussi des médecins. Et vous n'avez pas cherché à contacter un responsable? Oui, mais parce que j'étais tellement... Pour poser le problème. Mais si, on nous a répondu que la personne qui devrait traiter mon père n'était pas encore disponible. Il fallait attendre. La personne n'était pas encore l'heure. Et pourtant, il y a des équipes de garde. Hein. Ah, nous, on a fait de 10h au soir. Alors, professeur, moi, je vais aborder notre problème. C'est pour aller dans le même sens que Claire. Mais ça se passait à l'hôpital pédiatrique de Vendo, je crois. Voilà. Alors, moi, j'ai mon fils qui avait eu un accident. Il s'était battu avec son frère et qui lui a lancé un coup sur la tête. Il s'est coupé sur la tête. Et ça saignait beaucoup. Et ensuite, on m'a appelé, j'étais au bureau, on me disait que l'enfant saigne et puis il fallait l'amener à l'hôpital. Donc j'ai demandé à ce qu'on l'amène à l'hôpital le plus proche. C'est la procédure habituelle. Alors, je me suis rendu sur place et j'avais remarqué qu'on ne s'occupait pas de mon fils. Alors j'ai commencé à rentrer dans les bureaux à gauche et à droite pour savoir qui était le responsable au niveau des urgences.
Et on me dit non, le responsable se trouve au premier étage. Et le responsable, apparemment, aurait déjà contacté la mère pour dire à la mère qu'écoutez, pour faire les 4 points de suture, il fallait que vous payiez 250 000 francs CFA. Alors, quand on vient m'informer, je dis, c'est pas possible. 250 000 francs pour 4 points de suture, c'est quel genre de fil qu'on va utiliser? C'est de l'or, c'est du diamant, c'est quoi exactement? Et je demande tout de suite à parler à un responsable. Le responsable n'étant pas, on était un samedi. Le responsable n'était pas présent, dit-on. Mais je dis, il est peut-être pas présent, il y a forcément quelqu'un qui assure. Toujours, il y a toujours. Et personne n'a voulu me mettre en contact avec le responsable. J'ai tout de suite remarqué qu'effectivement, ça c'était un peu dans la timidité. On ne voulait pas. L'intimidation en fait. Et là, je suis parti au service de paiement pour m'acquérir de la situation. Et j'ai demandé qu'est-ce qui justifie que 4 points de suture coûtent 250 000. Alors, j'ai posé la question et là, tout de suite, au service, ils m'ont sorti la liste d'éléments, de choses qui ont été demandées par le médecin pour pouvoir faire juste 4 points de suture. Stéphane, on avait l'impression que l'enfant avait fait un accident, je ne sais pas moi, de la route, tout est, je ne sais pas moi, son cou était cassé ou je ne peux pas imaginer. Il y avait des choses qui ne servaient même à rien parce que à un moment donné, les médecins, enfin du moins les personnes qui assuraient l'urgence, les services d'urgence se sont dit mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ça ne servait à rien. On était à une facture de 250 000 francs juste pour... Avant de donner la parole, il était en train d'équiper ses prochaines interventions. Non, je dis ça sérieusement. Mais non. Il y a deux choses. Hein. En fait, on marche sur la tête dans nos structures hospitalières. Parce que d'un côté, tu as cette expérience qui est effectivement exorbitante, mais de l'autre côté, tu as des médecins qui se cotisent pour soigner des malades. C'est-à-dire que moi, j'ai vu ça, j'ai vécu au CHUL d'ailleurs. Ils étaient dans leur service où il y a une personne d'un certain âge qui était abandonnée à elle-même et la famille ne pouvait pas cotiser, ils l'ont même abandonnée. Ce sont les médecins et les personnels qui cotisaient pour soigner le patient. Donc tu as d'un côté parfois le côté un peu escroc de certains qui est de dire j'ai besoin de ça en double. Hein? Il va te demander d'en acheter 4. Et puis quand tu vas amener, on va te réquisitionner 2. Parce que parfois on doit soigner d'autres gens avec ce que toi tu amènes lorsque tu as les moyens. C'est terrible hein, comme situation. Enfin bref, ça c'est ce que j'ai vécu, hein, mais je vais peut-être laisser le professeur réagir. Oui, ça serait bien. Voilà. Ça serait bien que vous fassiez un sujet sur ça et que vous invitiez quelques personnes des hôpitaux publics. Oui. Comme ça, vous serez des faits. Mais je vais vous dire une chose. D'abord, les plaies du visage et de la tête saignent énormément, même quand ce sont de toutes petites plaies, parce que ce sont des zones qui sont très vascularisées. D'accord? Moi, je suis vraiment très étonnée de savoir qu'on vous a demandé 250 000 francs pour 4 points de suture. Ouais. Ça, vraiment, ça m'étonne. Alors, le réflexe aurait été que vous preniez cette liste qu'on vous a donnée et que vous cherchiez à rencontrer le directeur médical de l'hôpital ou le directeur général adjoint ou même le directeur de l'hôpital. Ce sont toutes des personnes accessibles, des personnes correctes. Ah oui. L'hôpital d'Ovendo, c'est un hôpital bien où on soigne les gens correctement. Oui, il y a beaucoup de spécialistes. Effectivement, je vais vous interrompre. C'est vrai qu'on a un point santé parce qu'on a un invité santé. Mais je pense que ce qu'il était important de dire aujourd'hui, c'est plutôt par rapport à l'alimentaire. Bien sûr. On a un peu glissé, mais c'est pas grave. Quand on commence, on ne finit pas. Mais il faut finir. Donc, moi, je vais demander au professeur son mot de fin. Vous avez en face de vous des Gabonais. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport à cette problématique? On a déjà beaucoup dit. Mais en résumé, si on devait garder une phrase de votre intervention, ou en tout cas une idée de phrase, ce serait quoi? Ça serait que les Gabonais se battent pour manger sainement. Il faut qu'ils se battent pour manger sainement. Et manger sainement, finalement, on y réfléchit. Honnêtement. Parce qu'on peut manger ses légumes verts, tranquillement. On peut manger ses tubercules, tranquillement. On peut boire de l'eau, c'est la meilleure boisson, c'est la plus saine. Vous êtes à l'émission. Bonjour, bonsoir. Oui. Oui, un docteur. Moi, je voulais savoir un peu comment ça se fait que, par exemple, au CHU d'Ovendo, vous avez des malades qui sont là, qui viennent tôt le matin, quelqu'un est malade, mais on vous dit que le médecin en question, il est d'abord au CUS. Donc les malades sont là, donc il peut y avoir une gravité qui est là, mais on vous dit que le docteur est d'abord au CUS en train d'enseigner. Est-ce
que ça c'est normal dans notre pays aujourd'hui? Imaginons un peu. Ok, elle va vous répondre. Alors, tout à l'heure, quand le monsieur Zeng m'a présenté, il m'a présenté comme hospitalo-universitaire. Alors, le CHU de Vendo, c'est un hôpital hospitalo-universitaire comme le CHU de Libreville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui travaillent dans ces hôpitaux, les spécialistes travaillent dans ces hôpitaux et enseignent à l'Université des sciences de la santé. Donc, ils ont des heures de cours qu'ils donnent à l'Université des sciences de la santé. Et ces heures de cours peuvent être prévues, programmées pendant les heures normales où on travaille. Mais c'est quand même dangereux. Non, je n'ai pas fini. Laissez-moi, Madame Niemann, vous expliquer. Ce que ce monsieur me dit me choque. Pourquoi ça me choque? Parce que quand un patron va donner son cours à la fac, souvent c'est un maître de conférence agrégé ou c'est un professeur titulaire, il a des assistants qui sont dans le service, qui restent dans le service, qui gèrent le service pendant qu'il n'est pas là. Mais comment on a pu dire à ce monsieur-là que celui qui doit soigner l'enfant est d'abord à la faculté, qui revient après? C'est pas possible. Ça veut tout simplement dire que l'assistant n'a pas fait son travail. C'est aussi simple que ça, parce que ce n'est pas possible, c'est même inadmissible, je le lui dis. C'est inadmissible qu'on lui ait répondu que la personne qui devait soigner son enfant est en train de donner un cours à la fac. Ça veut tout simplement dire que cette personne, elle sait qu'elle a laissé des gens derrière, des assistants, parce que c'est leur rôle. Nous sommes tous passés par là. On a tous eu des patrons, d'accord? Les patrons nous donnent des responsabilités quand ils ne sont pas là. Et ces responsabilités, on les assume. C'est même ce qui fait d'ailleurs la particularité de notre formation, d'accord? Donc c'est tout simplement que l'assistant ce jour-là n'était pas là. Aussi simple que ça. Très bien. Alors, nous arrivons, nous devons à la vérité. Mais permettez-moi quand même, en fait, je comprends oui, c'est important, vraiment, revenir à une émission, ce serait vraiment idéal, mais c'est quand même assez important. Si Claire, permets-moi de dire quelque chose. Comme on n'a pas eu bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute. Je suis en direct là, mais vous dites l'assistant, si l'assistant n'est pas à sa hauteur, il fait comment le patient? Si l'assistant n'est pas à sa hauteur, comment il fait comment le patient? Comment on définit la hauteur? Je lui réponds tout de suite. L'assistant peut ne pas être à la hauteur pour poser le geste thérapeutique, mais l'assistant est forcément à la hauteur pour poser le geste qui permettra d'attendre que le spécialiste revienne. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire souvent, moi, je le fais. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne doit se faire opérer, est-ce qu'il a déjà tout ce qu'il faut pour opérer, ou bien il doit faire un acte médical qui permet d'attendre que l'opération soit faite? Ça veut dire que si la personne doit être opérée, l'assistant informe déjà son patron qui est à l'Université des sciences de la santé qu'il y a une urgence. Donc, il lance le bilan préopératoire. Si entre-temps le bilan préopératoire rentre, l'assistant prend sur lui d'acheminer le patient au bloc opératoire. D'accord? Pendant que le patron est en train de donner son cours, le patient est au bloc opératoire. Le patron est en train de donner son cours. Donc, l'équipe d'anesthésiste commence à prendre le patient en charge, déjà, pour voir le bilan préopératoire, si tout est bon, si ce malade peut avoir une anesthésie, quel genre d'anesthésie il peut avoir. Et tout ça, le temps que le patron arrive. Mais si c'est une urgence urgente, le patron qui est à la faculté peut interrompre son cours pour revenir. Mais maintenant, je vais vous dire les différents grades. Il y a l'assistant simple. D'accord? Qui a ses responsabilités, qui a ses attributs, qui peut faire certaines choses. Au-dessus de l'assistant simple, il y a le maître assistant, qui lui aussi a ses attributions un peu au-dessus de l'assistant. Après le maître assistant, il y a le maître de conférence agrégé, qui lui aussi est un peu plus aguerri que celui-là, avant que le patron, le professeur titulaire ne revienne. Donc franchement, moi, je suis étonnée qu'on ait répondu à ce monsieur que son enfant devait attendre parce qu'un patron est en train de dispenser un cours à l'université. Le prochain débat, il veut aussi gazer le patron. En réalité, nous avons ces faits-là parce que les gens se retrouvent souvent dans des structures hospitalières à attendre, souvent dans des couloirs, le médecin n'est pas là. Et on revient toujours sur la question de l'accueil. Même lorsque le médecin, le patron est en cours, dispenser des cours et que on doit préparer le patient pour un bloc opératoire ou pas, il y a une manière, il y a une psychologie qui permet de pouvoir rassurer l'attente de la famille. Ce qui n'existe pas dans nos structures hospitalières. Alors, on va tout simplement vous dire, le médecin n'est pas là, mais il est où? En tout cas, je ne sais pas où il est, il faut l'appeler. Et même, nous sommes rentrés dans le cas de la
personnification des médecins. Bon, écoute, si je ne peux pas te prendre ici au CHU, tu me retrouves dans mon cabinet, je pourrais te prendre là-bas. Et là-bas, ça coûte beaucoup plus cher. Ça, c'est condamnable. Je vous le dis tout de suite, c'est condamnable. Voilà, justement. Donc, c'est des réalités qui font... Ça, c'est condamnable. Ça ne devrait pas être fait. Bon, on va faire une émission. On sent qu'il y a beaucoup à dire. On fait une émission spéciale santé. Oui. Et puis, on vous permettra d'inter... Non, en fait, parce que je vais vous répondre rapidement. Vas-y, on termine. Le médecin qui a un cabinet privé, d'accord? C'est toujours lui, je pense. Il a un certain nombre d'heures obligatoires qu'il doit à la formation hospitalière publique qu'il emploie. Parce que c'est cette formation hospitalière qui le paye. D'accord? Donc, il a ces heures obligatoires qu'il doit à cette formation avant d'aller faire son privé. C'est ce qui est admis. Alors, attendez, on a un appel. Allez-y, monsieur, recommencez. Ah oui, je disais, pour les médecins, lorsqu'ils sont en garde, est-ce que le médecin, il doit rester chez lui et laisser la personne qui lui suit, parce que le médecin, il est souvent chez lui. Après, à un moment donné, après, je travaille aussi à l'hôpital canadien et Mouila. Parfois, lorsqu'on de médecin est à déplacement et la personne reste chez lui, on attend le médecin n'arrive pas. Ok, merci beaucoup, monsieur. Bon, on sent que l'émission sur la santé... On fera une autre émission sur la santé. Je crois que l'émission sur la santé, voilà. ça va être chaud. Il faut faire une émission. émission Venir deux santé. médecins. Et on va même inviter la CNAMGS, Non, la inviter la CNSS, CNAMGS, la inviter santé, un spécialiste de l'hôpital voilà. général, un spécialiste de l'hôpital de Vindo, un spécialiste de l'infectiologie, de l'hôpital d'infectiologie. Comme ça, vous aurez tout ce que vous voudrez savoir. On va vous dire, on va vous expliquer comment les gens travaillent dans les différents hôpitaux. Ok. Et franchement, là... Le mot de la fin, donc, c'est la santé, ça a un prix. La santé, ça a un coût. Et la santé, c'est important. La santé commence par la prévention. Et une grande partie de la prévention, c'est ne pas manger n'importe quoi, faire du sport, ne pas boire n'importe quoi, et ne pas aussi trop penser à n'importe quoi. Parce que la manière de gérer tes problèmes va aussi influencer sur ta santé. Tout à fait. On a voulu aujourd'hui vous édifier sur la sécurité alimentaire et son importance. Je pense que vous allez resuivre cette émission et la partager à nouveau. Nous vous remercions de votre participation. Vous savez que vous avez votre rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches à 21h heure du Gabon. Donc dimanche prochain, nous vous annoncerons également pendant la semaine la prochaine émission. On vous souhaite une excellente soirée. Demain, c'est férié. Je pense qu'ils ont déjà choisi leur thème. Mercredi, c'est férié. Mais je pense qu'ils ont déjà choisi leur thème. Vous avez déjà choisi le futur thème. Donc, on est ensemble. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez écrit sur Facebook. Je remercie Noga Makoso. Multiplication, non. Ce que tu écris là, les trucs d'argent facile, les problèmes d'argent, on n'est pas là-bas. Germain Ovonundong, Jessica Yohan, Curtis Amiral, Jemina Ondo de la team Linondo. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont le même nom. Voilà, donc merci à tous et merci de repartager ce live en replay. On est ensemble, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Prochaine piste.